Donc, alors c'est une tâche délicate mais sympathique de remplacer Bruno Wehmüller sur le sujet du pétrole. Bon, surtout après avoir parlé de l'énergie solaire et des énergies renouvelables hier. Donc, en fait, je connais bien Bruno Wehmüller avec qui j'ai travaillé en Hollande, mais il y a déjà quasiment une vingtaine d'années, donc dans le pétrole. Donc sur le pétrole, peut-être préliminairement, ce que je peux dire, enfin, vu de ma fenêtre, ce dont je me souviens par exemple, c'est notre ancien président, l'ancien président de Total, avant qu'il quitte ses fonctions, donc il y a déjà peut-être 5-6 ans, il avait dit Total produira encore du pétrole dans 100 ans. Donc il y a déjà, maintenant ça fait 95 ans, je ne sais pas, on pourra pas, c'est pas nous qui jugerons, mais voilà, donc effectivement, ça m'avait marqué. Il y a du pétrole, il y en aura peut-être beaucoup moins, pour des usages qui seront un petit peu différents, mais il y a du pétrole. Un deuxième point peut-être préliminaire, je voudrais souligner, mais je pense qu'on en parle un peu dans la présentation, c'est la révolution des pétroles et des gaz de schiste qui en particulier aux États-Unis, qui a changé quand même complètement la donne en donnant accès à des pétroles légers. Et ces pétroles légers, ça a changé en particulier le coût des industries aval. Il faut voir par exemple que pour Total, dans un cas particulier, il y avait les vapocrackers qui, aux États-Unis, à Port Arthur, qui étaient approvisionnés en naphta. Maintenant, ils utilisent de l'éthane, donc qui vient de ces pétroles légers, de pétrole de schiste, qui ont des coûts quand même 2 fois moins élevés. Donc il faut voir qu'il y a un intérêt quand même de plus en plus important, justement, pour relocaliser ou augmenter des capacités de raffinage, pour l'industrie chimique aux États-Unis. Donc ça, c'est des atouts qui sont très important pour les États-Unis. Bon, on peut parler aussi de la production d'essence, etc. Alors, quelques points maintenant, quelques transparents rapidement déclinés. Qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire à moyen terme, donc le déclin des zones de production qu'on a connu dans les pays non OCDE, enfin les pays de l'OCDE et non OPEC. Alors en particulier la zone que je connais bien, et Bruno Wehmüller aussi, c'était tout ce qui était la mer du Nord, le gaz et le pétrole, puisque en particulier moi j'ai passé 7 ans en Grande-Bretagne et puis aux Pays-Bas au moment dans les années 80-90, donc au moment où vraiment la production de pétrole et de gaz était en plein boom. On voit maintenant de nouvelles zones de production, donc qui sont très très intéressantes, en particulier en Afrique de l'Ouest. Bon, on parlait de la Côte d'Ivoire, même Sénégal, enfin des zones qui sont à potentiel très riche. Et puis ce dont j'ai parlé précédemment, effectivement, la montée de toutes ces productions de pétrole, gaz de schiste. Et puis, effectivement, maintenant, on pense aussi aux biocarburants, mais c'est quelque chose qui reste deuxième génération, mais quelque chose qui reste encore à l'état, je dirais, très, très recherche-développement. Bon, enfin, ma société Total s'implique justement dans ces biocarburants et deuxième génération, donc on a fait un certain nombre d'investissements. Enfin, ça va prendre du temps pour que ça débouche à un domaine industriel. Bon, dans la zone OPEC, effectivement, ce qui est un gros changement, c'est l'arrivée, enfin le retour de l'Irak sur le marché, avec des contributions, enfin je me souviens, ça doit être autour de 3 millions de barils, enfin quelque chose qui devient quand même significatif. Alors, sur la demande, donc on a parlé de l'offre, on va parler de la demande. Bon, globalement, dans les pays OCDE, la demande devrait baisser. Bon, ça, on en a parlé hier pour un certain nombre de raisons. Donc, dans les pays non OCDE, effectivement, il y a l'augmentation de la demande qui, elle, est très, très liée à l'augmentation du parc automobile. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu dans une présentation hier, où il y a un potentiel
d'augmentation du parc automobile qui est assez phénoménal. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on on croit énormément, enfin, en interne chez nous, et ailleurs à l'IFP aussi, sur la réduction de la consommation unitaire de pétrole, c'est-à-dire passer. Enfin, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait orienter, en particulier l'IFP, donc pour les non francophones, donc l'Institut français du pétrole, croit beaucoup, par exemple, à des automobiles qui consommeraient 2 litres par 100 km. Je ne sais pas comment on traduit en miles en gallons par mile, mais bon, 2 litres par 100 km. Et puis quelque chose aussi qui se développe de façon assez importante, c'est donc tout ce qui est hybride, voiture hybride. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça, mais moi j'ai moi-même une voiture hybride, donc une DS5 dont je suis Citroën, dont je suis très content. Voilà. Alors peut-être sur le dernier sujet, j'ai pas forcément fini. Je regardais ce que disait l'Agence internationale de l'énergie pour 2060. Enfin, ça c'est pas un tableau que j'avais personnellement. Effectivement, on voit que il y a une part quand même, je veux dire, les énergies renouvelables en tant que source d'énergie primaire représentent quasiment 60 à 70% des sources énergétiques en 2060. Enfin, donc j'ai le tableau de l'Agence internationale de l'énergie à disposition. Donc effectivement, on voit quand même la part du pétrole diminue assez rapidement comme source énergétique, et un peu moins rapidement le charbon et le gaz. Le nucléaire, bon, il fait ce qu'il peut, hein, il reste quand même autour de 7%. Alors, quelques mots sur les gaz non conventionnels. Bon, j'en ai dit un mot en entrée préliminaire. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est aux États-Unis, c'est une belle histoire, une très grande réussite. Et le coût de l'énergie a baissé, donc avec les conséquences que j'ai indiquées au début, c'est-à-dire relocalisation de l'industrie chimique, intérêt du territoire américain pour des grands chimistes, et puis et ça c'est le corollaire aussi, amélioration de la balance commerciale. Par contre, en dehors des États-Unis, c'est plus compliqué. Et ça, c'est un euphémisme. J'étais récemment même dans un pays comme la Pologne. On voit que c'est très difficile pour les populations d'accepter les forages et la production de pétrole et de gaz de schiste. Les pays, par contre, qui continuent et qui avaient déjà une expérience sur le sujet. Bon, la Chine avait déjà une expérience sur le pétrole de schiste il y a début des années 2000. Donc eux, enfin, les Chinois, comme d'habitude, rien ne les arrête, donc continuent toujours. Et l'Australie aussi, il y a un peu sous le modèle chinois, bon, il y a de l'espace, donc il n'y a pas les mêmes contraintes, je dirais, de règlement, d'opinion publique qu'on peut retrouver en Europe, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi sur le GNL, donc gaz naturel liquéfié? Une demande quand même qui s'accroît. Ça, c'est une tendance très forte depuis le début des années 2005. Donc, en particulier, on peut parler des grands projets dans lesquels Total, nous sommes impliqués, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais enfin, des projets importants, il y a eu le Qatar Gaz, et avec ExxonMobil, il y a eu le Yémen. Donc ça, c'est des projets qui ont été mis en route, des projets de GNL. Et puis il y a des gros projets, mais qui sont en cours en cours, comme en Australie. Donc Ichthys avec les Japonais et Inpex, et puis des projets qui ont été mis un peu sous le coude, en particulier un gros projet en Russie qui s'appelait Stockman avec Gazprom, qui lui, après quelques années d'études, est resté sous le coude. C'était en mer Arctique, ça coûtait un peu cher, puis l'arrivée du gaz de schiste, ça fait quand même baisser les prix, donc on apercevait quand même, ça coûtait beaucoup plus cher peut-être que ce qu'on avait imaginé initialement. Mais probablement ça repartira, parce que c'est quand même un champ qui était particulièrement important.
Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 marchés du gaz. Alors, le marché aux États-Unis, où les prix sont les plus bas, et puis le marché asiatique, où on a les meilleurs prix, donc Japon, Corée, Chine un peu moins. Donc, voilà. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que, pour dire, bon, le gaz, il peut circuler un peu grâce au GNL, mais ça ne suffit pas. Il y a quand même des différences de prix qui sont assez importantes. Voilà. Alors, à court terme, effectivement, on peut dire qu'il y a toujours un intérêt du gaz, en Europe pour le gaz russe, donc avec des tuyaux qui se construisent, ou qui sont déjà en production, donc projets baltiques, puis des projets par le sud, et puis au Japon, un intérêt accru pour le gaz après le post-Fukushima. Alors, un petit point maintenant sur les questions climatiques. Là aussi, j'en ai un peu parlé. La part c'est évident que la part du pétrole et du charbon va baisser dans le mix énergétique dans les années à venir, et en particulier d'après l'Agence internationale de l'énergie en 2060. Le gaz, au moins à moyen terme, devrait avoir une part un peu plus significative. Et puis, voilà, alors sur les émissions de CO2, ça on peut en discuter entre nous. Ce qu'on voit, c'est pas de stabilisation avant les années 2030, peut-être même un peu plus. Et puis sur le CCS, on peut parler avec mon collègue, c'est quelque chose qui est quand même pas si simple à mettre en place. Et peut-être une obligation en particulier pour tout ce qui est je dirais, utilisation du charbon dans la génération électrique. Mais enfin, on s'aperçoit que c'est pas si simple, hein, parce qu'il y a le problème aussi d'acceptabilité des populations. On a vu, dans un cas dans lequel nous étions impliqués, que c'était pas si simple. L'inquiétude, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'aiment pas avoir du charbon pas très loin, du CO2 pas très loin de chez eux, quoi. Voilà. Et puis, au niveau politique mondial, ça aussi c'est un point qui a été souligné hier dans un exposé. Les grands pays se regardent. La Chine regarde ce que font les Américains, les Américains regardent ce que fait la Chine. On dirait qu'on tourne en rond. Alors, en matière de géopolitique, donc ce qu'on peut dire, c'est que quelque chose qui a été dit aussi hier dans un exposé, c'est que les États-Unis, pour redevenir numéro 1 mondial en matière de production, et puis que la Russie a un sacré potentiel, c'est pas nouveau, mais qui pourrait passer l'Arabie Saoudite, dont la production pourrait baisser dans les 15 dernières années. Alors, après, l'Arctique, j'ai cité il y a l'Arctique, donc il y a ce projet Stockman, j'en ai parlé. Il y a des possibilités autour du Groenland, et puis après, il y a tous les champs potentiels dans l'Arctique. Là, tout le monde veut forer, les Canadiens, les Russes, même les Chinois qui n'ont pas accès, ça les intéresse. Les Américains en Alaska, mais c'est quand même les risques écologiques sont particulièrement importants. Les coûts sont importants, parce que malgré tout, même malgré le réchauffement climatique, il y a toujours de la glace, et même si ça fond un peu. Donc, je veux dire, c'est un sujet intéressant. Il faudra du temps quand même pour que tout le monde s'entende et que partage les zones de façon quoi. Alors après, la Chine, ils sont énergétivores, donc ils ont toujours besoin de plus en plus d'énergie. Quand on va en Chine, même, moi ce qui me frappait, même pour les sociétés dans l'énergie solaire, ils avaient leur tas de charbon à côté pour fabriquer l'électricité qui était nécessaire à fabriquer des cellules solaires. Et puis en Afrique, l'Afrique a un potentiel donc dans le pétrole qui est intéressant. On parle de gros tuyaux de gaz Nigeria, Algérie, mais enfin ça, on ne voit toujours pas arriver. Et puis il y a toutes les autres sources énergétiques. Moi je crois beaucoup au solaire, je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais il y a le CSP, puis l'Afrique c'est le nord, le sud-saharienne, puis l'Afrique du Sud qui est un monde en elle-même. Donc il y a vraiment beaucoup de quoi faire, sans compter tout ce qui était biomasse. Il y a le jatropha dont on parlait à un moment pour le biocarburant, on n'entend plus beaucoup parler, mais peut-être qu'on en reparlera. Et voilà, bonjour, merci. Merci à vous.